Peut-être on peut prendre une ou deux questions spécifiquement sur la présentation, puis après on passera à la table ronde dans laquelle sera aussi Anne-Laure. Oui, merci beaucoup. J'ai une question. Est-ce que vous avez regardé un petit peu, Annick Jacques, donc directrice de recherche émérite en histoire des sciences. Est-ce que vous avez des données, vous avez regardé, en fait, par exemple, quand vous, au début, vous avez une très grande diversité des empreintes que vous mesuriez. Est-ce que vous avez regardé s'il y avait des effets disciplinaires ? Oui, bien sûr. Hein. Évidemment, on observe des effets disciplinaires à la fois sur la totalité de l'empreinte et même, par exemple, si on regarde le post-achat, on va clairement voir des différences selon les disciplines. Oui. Il y avait une main tout au fond là-bas, à ma droite. Je suis désolée, c'est de l'autre côté. Oui, bonjour. Donc Loïc Collin, je suis doctorant en deuxième année en neuroéthologie. J'aurais deux questions en une. Est-ce que vous avez une idée d'à quel point l'émission de gaz à effet de serre peut être compressée pour un laboratoire? Et si oui, quel va être l'impact du coup pour la recherche? Notamment, vous avez parlé 2 fois d'un ralentissement des recherches. Et là, je pense, donc, d'une part, pour un permanent, un chercheur en poste depuis des années, si le temps pour réaliser une étude est augmenté de 20% et qu'on a réduit de 20% les émissions, bon, en fait, on va juste rallonger le temps d'étude et on va toujours émettre autant. Et à contrario, pour quelqu'un de non permanent, comme un doctorant, si on émet moins longtemps, mais qu'on produit moins de data, en fait, c'est juste que la thèse va perdre en qualité alors qu'on aura émis autant pour toujours la même quantité de données. Oui, alors pour répondre à la première question de combien est-ce qu'on peut réduire, non, là je suis pas tellement capable de répondre parce que ça dépend complètement de jusqu'où on s'autorise à aller. Donc c'est lié à la deuxième question évidemment. Donc ça je peux pas dire. Et puis on n'a pas suffisamment de recul dans les laboratoires. Donc comme vous avez vu, hein, il y a plusieurs laboratoires qui ont commencé à mettre en place des mesures pour bas carbone en tout cas. Mais qui sont trop récentes pour qu'on ait vraiment une vue sur ce que ça va donner en termes de réduction. Et c'est l'impact sur la recherche. Oui, c'est une bonne question. C'est aussi pour ça que j'insiste sur le fait que pour moi, c'est pas tellement décorrélé en fait, hein, les questions de thématique et de pratique. C'est-à-dire que, à mon avis, une des premières façons de réduire l'impact des pratiques de recherche, c'est aussi de réfléchir à quelles sont les thématiques de recherche sur lesquelles on veut continuer à travailler, étant donné l'urgence écologique. Une question de Philippe Bousquet, directeur du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Mais la pression tout de suite là. Non. Moi, je suis au LSE qui est un des labos pilotes, donc merci pour cet exposé très intéressant. L'Océan et l'Institut Persimon-Laplace, qui est la fédération de labos d'Île-de-France, a un peu avancé pour répondre à la question d'avant, enfin commencer à répondre sur ce qu'on pourrait faire et qui rebondit à ce que tu as montré sur les scénarios, parce que finalement, si on pousse les mesures sur l'informatique, sur les voyages en avion, etc., on va arriver à 10-15% de réduction. Si on ajoute les missions hors terrain, les missions vraiment des congrès, donc on fait de la visio, on fait etc., bon, on peut monter en les réduisant très fortement. Hein. On parle de 3/4 par exemple, sur l'exemple qu'ils ont pris, on arrive à 30-35%. Mais en fait, sans les tutelles et sans les bâtiments et le milliard d'euros qu'a mentionné Estelle tout à l'heure, on n'arrive pas aux 50%. Enfin, en gros, c'est les premiers messages qui sortent. Ça demande à être confirmé, à être étudié, etc. Mais bon, ce sera très dur et c'est comme chaque demi-degré compte, ou chaque dixième de degré maintenant dans le GIEC même compte. Là, c'est chaque effort va compter finalement pour arriver à, tout en maintenant de la recherche de qualité, c'est l'enjeu des discussions aujourd'hui et collective, arriver à quand même jouer notre rôle, qui est un rôle de la recherche dans ce monde-là. Voilà. Juste un... Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a eu pas mal de choses. Donc typiquement, une des mesures qui est la plus simple entre guillemets à implémenter dans un laboratoire, c'est de dire on va remplacer les voyages en avion qui sont remplaçables par du train. Sauf que quand on regarde, ça permet de gagner. Alors bon, évidemment, c'est selon les laboratoires, les situations géographiques, etc. Mais enfin, on va gagner 5-15%. C'est pas rien, 5-15% sur l'émission du tout, mais c'est clairement pas 50%. Donc c'est sûr que voilà, à la fois, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des choses à faire sur le bâtiment. Alors, quand on dit que sur le bâtiment, on n'est pas forcément toujours... c'est encore une fois, on n'est pas... typiquement, dans mon laboratoire, les 2/3 de la consommation d'électricité, c'est notre salle serveur.
voilà, les salles serveurs, en fait, on a un impact nous-mêmes dessus sur la consommation, et c'est aussi lié au type de recherche et aux méthodes de recherche qu'on utilise. Donc voilà, je pense que ça, voilà, c'est ça, ça repose encore une fois cette question. Bonjour, Guylaine Refragier, je suis enseignant-chercheur ici à l'université dans le laboratoire de écologie systématique et évolution, et je me suis proposée pour être responsable développement soutenable récemment. On est en transition, enfin on essaie de se mettre en transition dans le laboratoire. J'ai compris qu'on avait pas mal de ressources pour essayer de faire des transitions réussies. Est-ce qu'on commence à avoir des retours d'expérience ratés qui permettent d'identifier les écueils potentiels dans cette démarche ? Oui, alors, de façon officielle, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, clairement, on se rend compte. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, par exemple, sur le fait d'avoir l'accord de la direction, sur le fait de co-construire les scénarios, etc. Parce que clairement, si on le fait pas, c'est problématique. Enfin, ça va poser des tensions, quoi. Donc oui, il y en a quelques-unes. Alors moi, je vais pas vous lister tout ça comme ça à l'oral, mais par contre, oui, clairement, ça vaut le coup de discuter des stratégies que vous pensez mettre en place dans votre laboratoire avec les autres référents au minimum de Paris-Saclay ou avec le réseau des laboratoires en transition de Labo 1.5. Alors, on aura un temps de questions à la fin de la table ronde qui va aussi porter sur diminuer les impacts. Donc, vous pouvez garder la main levée si c'est vraiment une question très spécifique à la présentation. Sinon, on vous donnera la parole peut-être à la fin de la table ronde pour... Oui, Laurent Pagani, Observatoire de Paris. C'est sur les achats. Dans tous ces trucs de scénario, on considère uniquement la diminution des achats. On considère pas le fait qu'a priori, les industriels vont devoir baisser eux-mêmes l'empreinte carbone de ce qu'ils nous vendent. Et donc, on va automatiquement, enfin, c'est peut-être très optimiste, mais baisser notre trace de CO2 par le fait que ce qui rentre dans le labo va avoir une trace plus faible avec le temps. Enfin, faut l'espérer en tout cas. Oui, non, mais c'est sûr. En plus, enfin, comme tu le sais, en plus, les facteurs d'émission pour les achats, ils sont basés sur des facteurs d'émission monétaires. Donc, c'est très, très approximatif. Hein. Je pense que de toute façon, ces chiffres-là, il faut pas les prendre au pied de la lettre. Il faut, enfin, c'était très bizarre ce que je viens de dire, mais enfin, bref. En tout cas, voilà, faut les prendre avec, en faisant un petit peu attention, parce qu'effectivement, vu la façon dont c'est calculé, de toute façon, c'est pas des chiffres précis. Donc, je pense que c'est vraiment plus un support de réflexion que vraiment des chiffres à prendre comme une vérité.